Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. C'est avec cette portion extraite du livre de 1 Jean au chapitre 5, verset 1er, parole qui nous conforte dans notre foi, que je vous retrouve pour cette nouvelle édition du journal sur Espérance TV. Shalom à toutes et à tous, bienvenue. Démarrons avec les personnes du troisième âge au niveau de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Ils étaient à l'honneur le week-end dernier, selon le calendrier ecclésiastique. Cette année, c'est le district de Dabou qui a abrité la journée dédiée à l'Ometa, l'organisation méthodiste des personnes du troisième âge, dont le culte officiel a eu lieu au temple de Youlil. Emmanuel Abalé y était, son récit. Bienvenue. Akbaro. 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 Dispositions culinaires, dispositifs sécuritaires et engouement des fidèles méthodistes. Tout ce décor pour dire bienvenue en langue locale à la journée officielle de l'organisation méthodiste du troisième âge tenue le dimanche 6 octobre 2024 dans le district de Dabou, précisément au temple Cité de Grâce de Youlil. Conseil des anciens, délibération et complicité. C'est ce thème qui a servi d'exhortation pour l'occasion. Le message a été donné par le pasteur Nyaba Honoré, aumônier de l'Ometa. Soyez unis. Et le lieu de vous retrouver, c'est l'Ometa. Et que votre conseil porte la sagesse pour apporter la vie et non la mort. Jeune, c'est à toi aussi qu'on parle. Respecte tes parents qui sont vieux et les personnes âgées. Et tu vivras. Un culte à caractère solennel présidé par le très révérend pasteur Michel Lobo, représentant pour la circonstance le bishop, le docteur Benjamin Boni. En présentiel, des autorités laïques et ecclésiastiques de la région. Ils ont qualifié une telle cérémonie de cérémonie spéciale. Cette journée interpelle les gens du troisième âge pour que les actions qu'ils vont poser soient des actions positives pour l'avancement de l'Église, afin que les jeunes s'en inspirent et que notre Église puisse avancer. En venant célébrer aujourd'hui l'Ometa ici, l'Église méthodiste prend donc sa sagesse, l'Église méthodiste prend donc la science et surtout les performances avec les anciens pour que nous puissions donner un leitmotiv exemplaire à la jeunesse. Non seulement à la jeunesse, mais à toute humanité qui requiert des anciens. Je peux les qualifier même des écoliers de Dieu ou des charbonniers de Dieu, des gens qui sont prêts à faire tout le sacrifice pour Dieu. Et quand on leur dit de contribuer à la vie de l'Église, leur manière de contribuer à la vie de l'Église, on voit que ce sont des hommes et des femmes de foi qui s'engagent pour la cause de leur communauté, pour la cause de leur Église et qui respectent ou sont fiers de leur identité. Pour les membres de cette organisation, ce sont des mots de gratitude avec un présent remis au représentant du bishop, le docteur Benjamin Boni, mais aussi le regard vers l'avenir avec des challenges à relever. L'organisation, elle est en train de renaître parce que nous avons démarré très timidement. Et il faut dire que ça n'a pas été facile. C'est à l'intérieur de l'Ometa que nous, qui avons pris de l'âge, nous pouvons évoluer. Et surtout, en évoluant aussi avec nos jeunes sœurs. Nous avons été responsabilisés à partir d'aujourd'hui pour que l'Église, parce que l'Église compte sur nous pour réveiller toute l'Église méthodiste. Et l'Église nous a donné donc le pouvoir de venir et ramener nos frères qui se sont endormis, nos soeurs qui sont endormies parce que étant à la retraite. Réveillons-nous et allons, parce que nous allons constituer maintenant une ONG pour être reconnus et avoir la licence d'État pour que nous puissions exercer partout. Et c'est ça notre but maintenant. Les chorales du circuit d'Osrou, circuit haute, les chorales de l'Ometa, de Yopougonkouté et de Kpass ont assuré simultanément l'animation. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Proverbe 16, verset 31. Toujours avec l'organisation des personnes du troisième âge dans le district de Dabou
Au programme des festivités marquant cette journée figuraient des activités médicales avec des séances de dépistage du diabète et de la tension artérielle et une conférence sur les attitudes alimentaires. Emmanuel Abalé. Dès la matinée de ce 5 octobre, l'enceinte de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, temple, cité de grâce de Youli, dans le circuit de Srou, s'est muée en centre de santé pour accueillir les personnes du 3e âge à majorité du district de Dabou, mais aussi des églises sœurs. Vérification de la glycémie, prise de tension, bilan de santé. Toutes ces actions médicales sont inscrites au programme des activités de l'organisation méthodiste du 3e âge. Je pense que cette initiative pour cette journée est une bonne. Nous avons vu le dépistage des personnes du 3e âge et à cette occasion, nous avons profité pour leur apporter notre soutien en matériel médical. Nous sommes tous appelés par la grâce du Seigneur à atteindre ce niveau d'âge. Donc il est important de leur tenir la main aujourd'hui afin que demain d'autres tiennent aussi notre main. Une conférence sur la nutrition adaptée aux seniors a été le point focal de l'après-midi. Animée par le professeur Ezani Niamke, médecin interne et président du conseil de santé de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, il a axé ses interventions sur les habitudes alimentaires pour une santé pérenne et les facteurs qui accélèrent la vieillesse. L'assistance a écouté attentivement ce qui lui a été dit. S'agissant des personnes âgées, j'espère qu'ils tireront les leçons principales, à savoir les maladies les plus fréquentes, ensuite les maladies propres à cet âge avancé et comment faire pour les prévenir, car leur installation est problématique pour la population. Encadré par le révérend pasteur Kobena Antoine, pasteur du circuit d'Osrou, et de l'aumônier national de l'Ometa, pasteur Nyaba Honoré, l'auditoire a qualifié cette journée d'instructive et d'utile. Nous avons constaté qu'il y a eu du monde parce qu'à la première heure, la population était là. Nous avons enregistré environ 200 personnes. Ce genre d'action peut donc aider les personnes du 3e âge à se prendre en charge. Mais c'est une très bonne activité. J'ai vu des gens qui sont venus de très loin, des villages éloignés. Nous sommes de vieilles personnes qui ont besoin de nous entretenir, qui ont besoin des médecins pour nous donner des conseils et puis nous parler comment nous prendre en charge au point de vue alimentation, au point de vue soins. Que nous avons reçu, vraiment, nous va droit au cœur. Et que chacun mette ça comme un manteau et suive les consignes et les conseils donnés par le professeur pour que, en tout cas, la vie soit belle. Et ici, à chaque fois que ça se répète, ça va au moins amener des personnes à se connaître par rapport à la santé, à se connaître, à voir où il faut passer, où il ne faut pas passer, etc. Depuis sa création en 2008, l'organisation méthodiste des personnes du 3e âge a su prendre de l'élan pour instaurer des activités spécifiques aux adhérents. De retour à Abidjan, direction district de Yopougon, où s'est tenue le dimanche 6 octobre la 7e édition de Rehoboth, un programme d'évangélisation et de prière pour la restauration des âmes. Et c'est le village du Lokodjo qui a été ciblé pour accueillir ce grand moment d'édification du circuit de Yopougon. Esther Palais nous en dit plus. C'est une atmosphère de prière, de délivrance et de restauration qui a régné à Rehoboth 2024. Un programme organisé par le mouvement de réveil du circuit de Yopougon. Pour cette édition, la 7e du genre, c'est le terrain du village de Lokodjo à proximité du temple Sinaï qui a accueilli le peuple méthodiste qui s'est déplacé massivement. Dans son intervention, le révérend pasteur Alex Agbaté a invité le chrétien à prendre conscience de son identité afin d'être semblable à Jésus. Nous avons exhorté, encouragé les participants à ce programme de rendre visible Jésus-Christ au travers de leur vie, par la qualité de leur vie, mais également par les œuvres qu'ils produisent
dans leur vie de chaque jour. C'est alors que chaque chrétien aura un impact, une influence à la gloire de Dieu dans son milieu de vie. Dans l'après-midi, les responsables du mouvement de réveil ont pris le relais pour des temps de ministère, de proclamation et d'édification. Pour eux, Rehoboth est une lucarne ouverte à l'évangélisation et au raffermissement de la foi des chrétiens. Dieu nous a donné une vision d'évangélisation pour impacter les différents villages du circuit de Yopougon et pour prier pour les hommes de Dieu, pour prier pour tous ceux qui sont à la recherche évidemment de la présence de Dieu. La mission et la vision de Rehoboth, c'est l'évangélisation. C'est vraiment d'ouvrir les portes de l'église à tout le monde, à tous les habitants des églises qui nous reçoivent. Mais nous sommes à la place publique du village et là, vous voyez, à côté, il y a l'église Aris, il y a l'église catholique, il y a le marché qui est non loin pour que l'évangile puisse gagner les cœurs. Ce fut un moment apprécié des participants. Je viens de participer aussi à la prière d'aujourd'hui et je crois que vraiment ça fait du bien à la terre et au ciel. Alors pour ce fait, je prie Dieu et que mes frères et sœurs ici présents vraiment reçoivent au maximum comme je dois. J'ai trouvé que c'était bien organisé, il y avait de l'ambiance, il y avait du monde aussi. Et puis ce que j'ai apprécié, le pasteur a prêché, nous a exhorté à vivre une vie de sanctification et puis à laisser Christ vivre en nous. Heureux de cette initiative, les responsables du district de Yopougon se réjouissent de l'engouement suscité auprès des fidèles. Je pense que Rehoboth est une très bonne initiative. Sur le plan social, il y a trop de préoccupations, trop de problèmes. Je pense qu'avec Rehoboth, on se retrouve en famille, c'est le circuit, c'est le district qui se retrouve et c'est aussi une autre forme d'évangélisation. Je pense que tout est à l'avantage des paroissiens et de tous ceux qui veulent célébrer Dieu. C'est avec le cœur rempli d'allégresse que nous vivons au bord de cette année, la 7e édition de ce grand rassemblement de foi, d'intercession, de miracles. Et pour tous ceux qui veulent voir la gloire de Dieu, qui viennent à Sinaï de Lokodro, au nom de Jésus, ils seront bénis. La 7e édition de Rehoboth a vu la participation de la chantre Mérissi qui a apporté une touche particulière à l'animation de ce programme dont le thème est « À Dieu, tout est possible ». Autre actualité religieuse, l'Église catholique de Côte d'Ivoire a un nouveau cardinal. Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été nommé archevêque métropolitain d'Abidjan et nouveau cardinal de la Sainte Église le dimanche 6 octobre 2024. Il devient ainsi le 4e cardinal de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Reportage. Le peuple famille de Dieu en Côte d'Ivoire jubile de joie après la nomination de son 4e cardinal selon l'histoire de l'église locale. S'adressant à la foule depuis la fenêtre du palais apostolique, donnant sur la place Saint-Pierre de Rome, lors de la prière de l'Angélus du dimanche 6 octobre dernier, le pape François a annoncé un consistoire au cours duquel seront créés 21 cardinaux le 8 décembre prochain en la solennité de l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie. Su Eccellenza Monsignor Ignace Bessi Dogbo, arcivescovo de Abidjan, Costa d'Avorio. Parmi eux figure son Excellence Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, nommé archevêque métropolitain d'Abidjan le 20 mai 2024. Présent à Rome en Italie, dans le cadre des travaux du synode des évêques, le futur cardinal ivoirien s'est exprimé sur sa nomination qui a suscité des réactions de toutes parts. Le premier sentiment que j'éprouve, c'est la surprise, la grande surprise. Et passer la surprise, je rends grâce au Seigneur. C'est le Seigneur qui conduit son Église comme il veut, avec qui il veut. Parfois, nous avons des jugements humains, mais le Seigneur, lui, n'est pas, il est au-dessus de tout ça. Souvent, même dans les Saintes Écritures, parfois, il prend le plus petit pour, dans l'histoire de Jacob et d'Ésaü. Voilà. Le Seigneur a béni Jacob et de bénir Ésaü. C'est son plan d'action pour montrer sa liberté. Donc, le Seigneur prend qui il veut. Et je lui rends grâce parce qu'il connaît mon état de santé, il connaît mes limites intellectuelles, mais il pense que je peux faire le travail et c'est lui qui agira. Donc je lui rends grâce et en même temps, je dis merci au Saint-Père, le Pape François, qui connaît
Je suis au synode, depuis l'année dernière j'y étais. Cette année je suis, l'année dernière nous étions 2 à être sur chaise roulante. Il y avait lui et puis il y avait moi. Donc il connaît bien la situation, malgré cela. Il a fait confiance et il me met parmi les cardinaux, dans le collège des cardinaux qui sont chargés avec lui de diriger l'Église universelle et je pense que c'est une marque de confiance, je lui dis merci. Surprise pour l'élu, mais aussi pour la communauté chrétienne catholique en Côte d'Ivoire, car cette nomination survient en moins de 3 mois après sa prise de possession canonique du siège archiépiscopal d'Abidjan, qui a eu lieu seulement le 3 août 2024 en la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Présent la paroisse Sainte-Bernadette de Vridi-Canal, le jour de la nomination du nouveau cardinal, le révérend Père Émile Kélignon, secrétaire général de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, a porté la nouvelle à l'Assemblée. 2 membres de l'épiscopat de Côte d'Ivoire, le président de la conférence, son Excellence Monseigneur Marcelin Yao Kwadio, et Monseigneur Ignace Bessi, en qualité d'invité spécial du pape, ont participé au synode. Ils y sont depuis quelques jours. Aujourd'hui, à l'Angelus, le Saint-Père a nommé cardinal Monseigneur Ignace Bessi Dogo. Dieu aime notre Église. Alors prions pour le nouveau cardinal, prions pour Ignace cardinal Bessi. Son Excellence Monseigneur Ignace Bessi Dogo est nommé cardinal pendant que l'Église réfléchit sur la synodalité avec sa participation directe. Au plan national, le Premier ministre Robert Bugrimombe est depuis quelques jours en Allemagne où il participe à la conférence sur le développement durable. Tirer parti de la transformation, c'est le thème de cette rencontre qui réunit plus d'100 de pays. Les détails. Hambourg, en Allemagne, capitale de la réflexion sur le développement durable. Le Premier ministre Robert Bugrimombe est accueilli par le chancelier allemand Olaf Scholz et Peter Schenscher, président du Sénat de Hambourg. Le chef du gouvernement représente à cette conférence internationale le président de la République Alassane Ouattara. La conférence débute dans quelques instants. Les délégations se signalent. La Handelskammer, chambre de commerce de Hambourg, affiche complet. Aux premières loges, le Premier ministre Robert Bugrimombe, à ses côtés Mia Mottley, première ministre de Barbade, Nangolo Mbumba, président de la Namibie, à l'extrémité le chancelier allemand Olaf Scholz. Dès l'entame de cette conférence, les décideurs politiques internationaux et dirigeants mondiaux sont invités à aborder les problèmes de durabilité les plus urgents et à travailler sur des solutions évolutives. Le chancelier allemand Olaf Scholz monte à la tribune. Lutte contre la pauvreté, conflit israélo-palestinien, conflit russo-ukrainien, recours aux énergies renouvelables, toutes ces questions sont passées en revue par le chef de l'autorité allemande. Comment les institutions financières multilatérales peuvent-elles favoriser les progrès vers la réalisation des ODD? La question est tout de suite adressée au cours du premier forum qui aborde le renouvellement de l'architecture financière internationale, forum qui voit la participation de panélistes de haut niveau. La problématique de développement a été posée sur la base suivante. D'ici 2050, il y aura plus de 10 milliards d'habitants sur notre planète. Dans les 10 milliards, 200 millions de jeunes seront à la recherche d'emploi, un minimum. Cela oblige à reconfigurer l'architecture du financement du développement en prenant en compte les nécessités et les exigences de développement des pays au sud de l'hémisphère. Par conséquent, l'intérêt qui se présente à nous, c'est de savoir que, premièrement, il faut développer les infrastructures avec des maturations de crédit qui soient différentes de ce que nous connaissons actuellement. Deuxièmement, il faut tenir compte des changements climatiques qui peuvent bouleverser les prévisions. L'Afrique produit moins de 7% des gaz à effet de serre, par contre, subit près de 60% des agressions climatiques. Par conséquent, il y a une équation à trouver entre cette réalité. Désormais, les financements doivent s'appuyer sur un mécanisme nouveau qui donne la possibilité à l'Afrique
de promouvoir les infrastructures, de s'occuper de la jeunesse, des hommes, des femmes, de s'armer contre les changements climatiques qui pourraient bouleverser nos économies. Les mécanismes de financement doivent s'appuyer aussi sur le crédit vert. Et là, il y a toute une panoplie de mécanismes qu'il faut savoir déployer. Le FMI, la Banque mondiale, les pays comme l'Allemagne, les grands pays occidentaux sont prêts à accompagner tout le processus. Ça a été tout l'intérêt de la séance inaugurale et nous avons vraiment apprécié la bonne volonté du chancelier allemand qui est décidé à apporter la contribution de l'Allemagne à tout le processus nouveau qui se dessine dans une perspective d'accompagnement et de consolidation des acquis et des performances des pays comme la Côte d'Ivoire et bien d'autres pays africains dont les économies sont solides. Première étape de cette conférence achevée, les chefs d'État et de gouvernement posent pour la postérité à l'agenda du chef du gouvernement sa participation à un panel portant sur les voies et moyens qu'il convient d'observer afin de conduire l'Afrique sur les chemins de la prospérité. Dans la sous-région au Niger, en raison des fortes pluies enregistrées dans le pays, la rentrée scolaire a été retardée. Prévue initialement pour le 2 octobre, la rentrée des classes a été repoussée au lundi 28 du même mois. Au Niger, de fortes pluies et inondations ont contraint les écoles à retarder la reprise des cours. Initialement prévue pour débuter le 2 octobre, la rentrée scolaire a été repoussée au 28 octobre prochain. Peu d'établissements d'enseignement ont été épargnés et ceux qui sont restés debout sont utilisés pour héberger les personnes forcées de quitter leur maison à cause du déluge. Après 3 mois de vacances, les enfants resteront à la maison pendant encore près d'1 mois. Nous n'avons pas l'habitude de laisser les enfants désœuvrer pendant les vacances. Nous les amenons dans des écoles coraniques. C'est ce que nous allons faire maintenant. Le gouvernement a déclaré qu'il réparerait les écoles touchées et a souligné que toutes les mesures nécessaires devraient être prises avant que les jeunes apprenants puissent retourner en classe. Et pendant ce temps, au Rwanda, un vaccin est mis à l'essai contre la fièvre hémorragique de Marburg qui a déjà fait 12 morts. Les autorités sanitaires rwandaises ont déployé ce dimanche un vaccin à l'essai contre la fièvre hémorragique de Marburg, alors que le pays fait face à une épidémie ayant causé 12 décès. Le Rwanda a reçu 700 doses d'un vaccin en évaluation du Sabin Vaccine Institute qui seront administrées en priorité aux travailleurs de la santé et aux personnes en contact avec des cas confirmés. La vaccination démarre en ciblant les personnes les plus à risque, les plus exposées. Il s'agit du personnel soignant, travaillant dans les centres de traitement, les hôpitaux, les unités de soins intensifs et les urgences, mais aussi les proches des cas confirmés. Comme pour le virus Ebola, le virus de Marburg serait originaire des chauves-souris frugivores et se propage entre les individus par contact étroit avec les fluides corporels des personnes infectées ou avec des surfaces contaminées telles que des draps de lit. En l'absence de traitement, le virus peut être fatal. Je me suis inquiétée dès que j'en ai entendu parler. Il a été annoncé que 90% des patients atteints de la maladie de Marburg meurent, ce qui signifie que 9 patients sur les 10 cas confirmés vont mourir. Dans notre travail, nous ne pouvons pas établir de distance entre nous et nos clients. Nous sommes parvenus à éviter le Covid-19 en prenant certaines mesures, comme retirer les lunettes des casques, pour permettre à nos clients de respirer. J'ai vraiment peur que nous soyons les premiers à être contraints d'arrêter de travailler. Le Rwanda a exclu la mise en place d'un confinement pour lutter contre le virus, mais a appelé à éviter tout contact corporel. La plupart des personnes ayant contracté la maladie sont des professionnels de santé, selon le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. Au Moyen-Orient, alors que la guerre entre Israël et le Hezbollah s'intensifie, les migrants africains résidant au Liban sont encore incertains sur leur sort. Alors que le conflit au Liban fait rage, de nombreux pays ont commencé à évacuer leurs ressortissants par avion tandis que des migrants africains se sont retrouvés à la rue. Errant d'une ville à l'autre, 80 femmes originaires de Sierra Leone ont finalement trouvé un abri. Je suis venue ici pour travailler afin de subvenir aux besoins de ma famille et de mes enfants. Il n'y a de travail nulle part à cause de la guerre. Je travaillais dans le village de Kounin. Les bombardements étaient trop nombreux et j'avais trop peur. Je suis venue à Beyrouth pour me rendre à Sabra 1 mois plus tard et 2 mois plus tard, ils ont également bombardé Sabra. La plupart des migrants hébergés dans ce refuge n'ont pas les moyens de financer leur évacuation. Aucune de ces femmes n'a de papier d'identité.
Dia Haj-Shahin et son équipe militent pour que les travailleurs soient libérés du système de la kafala qui autorise leurs employeurs à retenir leur passeport, les empêchant ainsi de quitter le pays. Nous avons recueilli toutes les informations sur chacune des personnes que nous avons prises en charge en vue d'entamer le processus de rapatriement avec les services d'immigration. Le problème, c'est qu'elles n'ont pas de passeport ni de photo et ont perdu tout contact avec leur employeur. L'Organisation internationale pour l'immigration s'alarme sur le sort de 170 000 travailleurs migrants au Liban, abandonnés à leur sort. Un grand nombre sont des employés de maison en provenance d'Éthiopie, du Kenya, du Sri Lanka, du Soudan ou des Philippines. Retour en Côte d'Ivoire pour parler cette fois de sport avec le Maramonde dont la première édition s'est achevée le dimanche 6 octobre. Et la Côte d'Ivoire remporte une fois de plus le titre de champion en battant en finale la sélection béninoise à 3-0. Les éléphants maracanieux sont sur le toit du monde. Guidés par le génial Assandi Kablan, les Pachidem ont honoré leur rang en remportant brillamment la première édition de cette grande messe du Maracana mondial aux dépens du Bénin. Devant leur public, les éléphants prennent rapidement la pleine mesure de leur adversaire en inscrivant 2 buts en 5 minutes grâce à William Assandi Kablan et Loseni Kone. Au deuxième tiers-temps, Serge Nyang creuse l'écart sur pénalty, 3-0 score final. En plus du bel objet d'art, les éléphants empochent la somme de $80 000, soit 48 millions de francs CFA. Quant au Bénin vice-champion, il repart avec $40 000, soit 24 millions de francs CFA. Le Brésil, quart de finaliste, s'est vu attribuer le prix CFA, convivialité, fraternité et amitié. Le prix du meilleur buteur est revenu au Béninois Séverin Afouda, auteur de 8 buts. Ce sont au total $153 200, soit près de 100 millions de francs CFA qui ont été distribués aux meilleurs acteurs de cette phase finale de Coupe du Monde. Les regards sont désormais tournés vers le Cameroun, pays hôte de la 2e édition de la Maramonde prévue en 2026. Et c'est sur cette belle note que prend fin cette édition du journal sur Espérance TV. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre aimable attention. Le programme continue toujours sur votre télévision Espérance TV. À bientôt.